Originaire du Congo-Brazzaville, en 1997, à seulement 18 ans, alors que son pays est en pleine guerre, il le quitte et se rend en France. Il suit un parcours académique à Lille en administration économique et sociale, se spécialisant ensuite en droit privé et droit des affaires. Passionné par la finance et inspiré par des lectures sur l'entrepreneuriat et l'économie, il descend à Paris pour poursuivre ses ambitions. Après diverses expériences professionnelles qui lui apprennent l'humilité et la rigueur, il décroche un poste en CDD dans une banque. Cette expérience lui met le pied à l'étrier. Comme il le dit lui-même, les chemins ne sont pas linéaires. On apprend des fois des chemins escarpés. Aujourd'hui, il est banquier d'investissement, conseiller juridique, investisseur entrepreneur et partenaire chez Aries Investissement, une société de conseil en investissement et en finance. Avec ses partenaires, il conseille des entreprises nationales et internationales sur la structuration et le financement de leurs projets d'investissement dans les secteurs de l'énergie, des ressources naturelles et de l'immobilier. Avec une carrière de plus de 21 ans au sein d'institutions telles que la BEAC ou la Société nationale des pétroles du Congo, il s'est également engagé dans la promotion de l'esprit entrepreneurial en Afrique. Il mentore des entrepreneurs et leur fournit des outils à la fois mentaux et professionnels pour perfectionner leurs compétences. Passionné de sport, il a créé en 2018 une association sportive, Saturday Bootcamp, qui aide les entrepreneurs et les personnes de différents horizons à surmonter leurs barrières mentales et à exploiter leur plein potentiel grâce à des entraînements orientés vers le CrossFit. Bienvenue dans Ça va aller, ton podcast qui t'aide à libérer ton potentiel grâce à une approche multidimensionnelle, développement personnel et du bien-être. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial dans lequel je partage l'intégralité d'un échange inspirant que j'ai eu récemment avec Loïc Makosso, fondateur et managing partner d'Aries Investissement. Bonsoir Loïc, comment vas-tu? Je vais très bien, Liliane. Et toi-même? Bah écoute, très bien. Je dirais assez excitée à l'idée d'échanger un petit peu. J'ai Assez découvert. réciproque. Ah bah écoute, c'est super, il y a une bonne énergie. Moi en fait, je te connaissais pas du tout, mais vraiment pas. Et je dois dire que grâce à Philippe Simo, j'ai pu découvrir pas mal d'entrepreneurs africains, enfin de personnes que moi je qualifierais comme des leaders, des personnes que j'ai Mhm. envie d'écouter, qui m'inspirent et qui, dès que je les entends parler, ont une bonne énergie. Donc c'est un peu l'effet que j'ai eu quand je t'ai écouté la première fois. Tu as fait une interview, je crois, avec Philippe avant de venir à Back to Africa. Et donc moi, à Back to Effectivement. Africa, un matin, le dimanche, je pense, j'arrive, Mhm. je m'assois et en fait, tu étais déjà sur le stage, tu avais commencé ta keynote et je suis arrivée Ça, au c'est moment... dommage, ça. Non, mais c'est pas grave, puisqu'on est là. Mais bref, je suis arrivée au moment où tu parlais un peu du sport, etc. Donc tout de suite, mon énergie était en mode, mais c'est qui cet ovni qui pense comme moi? Donc tout de suite, et je me suis souvenu que j'avais déjà regardé ton interview avec Philippe. Donc voilà, c'est une intro un peu spontanée, mais tout ça pour dire que j'avais vraiment envie d'échanger, parce que je fais partie des personnes qui pensent que on peut apprendre par soi-même, on peut lire, on peut faire des études, etc. Mais rien de tel que de parler à quelqu'un qui a eu de grandes réalisations, qui est forcément pas arrivé là, comme on dit chez moi, t'es pas arrivé là cadeau, t'as dû bosser, c'est tout un parcours. Et donc, moi, j'ai vraiment envie que tu partages avec moi et avec ceux qui ont écouté l'échange un petit peu ce que tu as pu apprendre grâce à ton parcours, les moments un peu difficiles. Mais est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter en quelques mots et on pourrait commencer par là.
Oui, alors je me présente, Loïc Makosso, 45 ans. Je dirige le groupe Ariès Investissement qui aujourd'hui est composé de trois entités. Donc tu as Ariès Investissement, la banque d'affaires. Nous avons Ariès Capital qui fait du conseil d'investissement financier. Et puis depuis peu, Ariès Énergie qui a pour vocation de développer des projets immobiliers. Pardon, dans l'énergie, excuse-moi. Et à côté de cela, je suis également administrateur au sein d'une banque au Congo qui s'appelle la Banque Postale du Congo. Et enfin, je dirige le Saturday Bootcamp, qui est une association sportive où on aide à nos membres à se dépasser et donc à reprendre confiance en eux. Donc voilà ce que je fais. Super, et c'est assez intéressant de voir que quand tu parles de toi et de tes réalisations, tu parles aussi du sport, mais ça, on va en parler, de toute façon, c'est obligé. Euh, Première chose qui me vient à l'esprit, on ne devient pas banquier d'affaires, on n'arrive pas à avoir fait tout ça par hasard. Si tu devais, en regardant ton passé, ton expérience, alors moi je suis un peu un coach holistique, donc je crois que tout est Mhm. lié. Donc ton expérience personnelle, et quand je dis perso, il y a la famille, il y a le vécu, les amis, tout ce que tu veux. Ton expérience personnelle, donc ça aussi là d'où tu viens, ton parcours en tant qu'étudiant, etc. Tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, selon toi, tu es là où tu es. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Et ce qui a permis que je sois là où je suis, c'est ça? Mhm. C'est la vision, c'est l'audace et c'est le travail. Ok. Voilà. Et c'est pour ça que chaque fois que on m'interroge sur les clés de la réussite, je cite toujours la vision, l'audace et le travail. Pourquoi la vision? Parce que très tôt, je pense que j'avais 15 ans, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat. Je ne savais pas moi-même que j'en deviendrais un jour, mais ça m'intéressait et donc j'ai continué à suivre des parcours entrepreneuriaux. Et puis un jour, j'ai eu la vision d'Ariès Investissement, qui ne m'a plus quitté d'ailleurs. Et après, effectivement, il a fallu sortir de sa zone de confort. C'est là qu'intervient l'audace, parce qu'il faut prendre des décisions. Et enfin, c'est le travail. C'est énormément de travail. Toi, tu disais que tu n'entendais parler de moi que maintenant, mais j'ai 45 ans, donc ça fait 45 ans que je vis. Et en fait, je me prépare, quand je fais un retour en arrière, je me prépare à être ce que je suis aujourd'hui depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Donc ça fait 30 ans que j'investis en moi, que je travaille. Ouais, Voilà. et c'est vrai que aujourd'hui, on nous vend un petit peu des fois où on interprète mal et on se dit, quand on voit des gens qui réussissent, on a l'impression que ils ont réussi, que c'était facile et qu'ils ils sont arrivés là très vite. Et en fait, c'est pas le cas du tout. Quand Non, non, tu... je crois que tu as dû lire des biographies d'entrepreneurs et tu vois que tous, ils ont un parcours. Aujourd'hui, on nous parle d'Elon Musk, on nous parle de Jeff Bezos, mais Elon Musk, je crois qu'il travaille sur ses projets entrepreneuriaux depuis la vingtaine. Il en a Mm. 50 plus aujourd'hui. Donc, on voit très bien à travers ces histoires-là qu'il y a un parcours. Mais il y a un moment où il y a un travail dans l'ombre qui se fait et dont on ne parle pas. On en parle après lorsque les fruits apparaissent. Parce que je crois que c'est le parcours normal, c'est le processus. Les Américains, ils parlent de trust the process. Eh bien, dans ce qu'on fait, il y a un processus aussi. Il y a d'abord l'appel, il y a l'apprentissage et après, il y a la consécration. Ouais, Voilà. ouais, c'est très très bien dit, totalement. Mais tu disais, tu parlais de la vision. Quand est-ce que quand t'as eu 15 ans, t'as eu plus ou moins une vision, on va dire? En fait, quand j'avais 15 ans, je suis tombé sur des portraits d'entrepreneurs qui m'ont séduit, qui m'ont intéressé. Donc, j'ai lu leurs histoires, qui m'ont. Je ne savais pas que j'en ferais partie, mais je savais que j'évoluerais dans le monde des affaires. Et c'est peut-être pour ça aussi que par la suite, j'ai fait du droit des affaires, parce que le droit des affaires, bien longtemps, il régit la vie des affaires. Et donc voilà. Et donc après, quand j'ai commencé à travailler, c'est réellement à ce moment-là, j'avais 25 ans, que j'ai eu l'idée de faire Ariès Investissement, parce que je travaillais pour une société de gestion d'actifs. Nous gérions à l'époque plusieurs fonds qui investissaient dans l'économie réelle.
Et je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas la même chose au Congo? Mais il y avait déjà eu des tentatives. Donc moi, j'invente pas la roue, hein. Il y avait déjà des tentatives dans ce sens en Afrique centrale. Et donc, je me suis renseigné sur ce que d'autres ont fait et comment moi, à mon niveau, je pouvais, pardon, apporter autre chose. Et c'est ce que j'ai fait parce que j'ai rejoint d'abord, je suis rentré au Congo, j'ai pris la décision de rentrer. Ensuite, j'ai travaillé pour deux entreprises, la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, puis la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui finance l'économie, hein, il faut le dire. Et là, effectivement, j'ai réalisé que les entrepreneurs avaient parfois des difficultés, avaient des challenges à échanger avec les banques, à monter un dossier qui correspondait aux attentes de la banque. Et donc, je me suis dit qu'on pouvait très bien accompagner ces personnes-là dans leurs discussions avec les partenaires financiers, avec pour objectif de leur trouver des ressources à des conditions soutenables, pas des ressources qui les étranglent financièrement. Donc Donc, c'est à ce ce qu'on moment-là, retient, pardon, vas-y. et donc, c'est à ce moment-là, pardon, que je décide donc de me lancer, de faire Ariès Investissement. Mais en fait, l'idée avait plus ou moins germé à la base, et plus tu t'es rapproché du but, plus tu te rendais compte, de par ton expérience, qu'il y avait vraiment C'est un ça. besoin et que c'était quelque chose de totalement réaliste. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est ça que je te dis tu as l'appel et tu as l'apprentissage. Euh, L'apprentissage va confronter, en fait, l'appel que tu as avec la réalité. Est-ce que c'est pertinent de penser comme tu penses? Est-ce que ce que tu veux faire correspond aux attentes de l'environnement, etc. Et donc, l'apprentissage, il est long, hein, parce que c'est très long, parce que tu vas vivre des expériences qui te conforteront ou pas Hmm. dans l'idée que l'on a, que tu peux avoir. Et donc, pour moi, ce passage-là en entreprise, c'était l'apprentissage, et qui m'a permis justement de confronter, en fait, ce que je voulais faire avec la réalité. Donc, proposer quelque chose qui réponde aux attentes du marché. Et donc, j'écoutais une de tes interviews dans laquelle tu parlais un petit peu de ton expérience quand tu étais en France. Et enfin, moi, j'ai pas étudié longtemps en France, mais à l'époque, moi aussi, je suis pas toute jeune, j'ai 47 ans. À l'époque, enfin, franchement, Ah, tu les fais pas, hein. c'est On gentil. te donne 10 de moins, hein. Mais Ça doit être le sport, ça. ça doit être le sport. Non, c'est les jeunes. Comme on dit, black can't crack or black doesn't crack, I don't know. Mais C'est pas. en fait, si tu veux, moi, à mon époque, quand j'étais en France, il y a très longtemps, franchement, quand tu étais black et que tu voulais avoir des expériences professionnelles, des stages, enfin, les préjugés étaient lourds à l'époque. Et quand j'ai écouté un de tes entretiens dans lesquels, en fait, tu expliquais que déjà, tu as une expérience en télémarketing, je crois, de mémoire. Mhm. Oui, Et c'est ça. puis, après, de fil en aiguille, tu as fait un stage où tu as travaillé dans une banque. Et puis, en fait, moi, ce que j'ai retenu quand j'ai écouté, en fait, c'est que tu avais une attitude. Tu savais pourquoi tu étais là, tu savais pas exactement comment tu allais y arriver, mais en tout cas, tu avais un esprit ouvert et une certaine humilité qui fait que tu savais que tu étais là pour apprendre. Et en fait, tu racontes à un moment donné que de fil en aiguille, tu t'es retrouvé, tu as eu une expérience dans une banque et en fait, tu t'attendais pas du tout. Et ça a été pour toi l'opportunité d'apprendre. Et petit à petit, en fait, tu commençais à aller sur ce chemin-là, mais il y a eu de bonnes rencontres, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, quand j'ai étudié en France, donc entre 97 et 2003, à partir du Master 1, j'ai commencé à faire des stages. Et effectivement, mes stages, je les ai eus. En fait, j'ai arraché mes stages. Il y a un stage, notamment, où j'ai appelé le cabinet d'avocats, en l'occurrence, et parce que j'étais lassé de recevoir des réponses négatives. Je leur ai dit, écoutez, je suis désolé de vous appeler, mais moi, j'ai envie de bosser. Voici ce que je sais faire, et j'aimerais vous rencontrer. Et donc, la personne a été attentive à ma requête. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu mon stage. Et donc, mes stages en cabinet, parce que quand j'étais en master 1 et 2, j'ai fait des stages en cabinet d'avocat et c'est comme ça que je les ai eus. C'est pas en écrivant, j'ai appelé. Et il y a même un deuxième stage où après, j'ai été recommandé par mes précédents maîtres de stage. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué. Ensuite, effectivement, lorsque je finis mes études en 2003,
je cherche du boulot, donc j'écris naturellement à beaucoup d'entreprises et j'ai des réponses négatives. Et un jour, je m'adresse à une agence d'intérim qui me dit qu'il cherchait des gens, qu'elle cherchait une personne qui avait des connaissances juridiques. Je dis, bon, avec quand même 5 ans, j'ai comme 5 ans d'études derrière moi. Je crois qu'à ce stade, on ne parle plus de connaissances, mais en fait, le monde de l'emploi nous apprend l'humilité. Hein, le monde de l'emploi nous apprend l'humilité. Lorsque nous étions en master, on nous disait qu'on aurait des boulots, qu'on serait bien payé, etc. Mais la réalité était tout autre. Il y a une forte compétition, vous n'êtes pas les seuls. Donc, voilà, moi, j'atterris donc dans cette banque-là où je fais un travail qui n'a rien à voir avec mes qualifications, mais je le fais. Et puis un jour, à la banque, il y a une soirée et je rencontre un monsieur. Lors de cette soirée-là, on discute et il me demande ce que je fais à la banque. Donc, je lui dis ce que je fais et il me donne mon profil. Je lui dis que j'ai fait du droit des affaires. Et là, il me dit, ah, mais écoute, c'est très bien. Au quatrième, il y a une filiale qui recherche quelqu'un qui a ton profil. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai mon premier contrat de travail. C'était un CDD, mais c'était mieux que l'intérim déjà. Donc, c'est comme ça que j'ai mon premier contrat de travail. Et c'est là, fil du temps, que la vocation, que Ariès Investissement voit réellement le jour. C'était pour moi à ce moment-là. Donc, des expériences sur le coup, cela peut surprendre. Mais quand je me retourne, tout ceci m'a servi. Si je n'étais pas arrivé à la banque en tant qu'intérimaire, bah, je n'aurais sûrement pas été recruté par cette filiale-là qui faisait de l'asset management. Donc, au départ, c'est un peu frustrant, mais c'est un process. Je crois que Dieu ne se trompe pas lorsqu'il, lorsqu'on a une vision, bah, il organise les circonstances. Et dans mon cas, bah, c'était les circonstances qu'il avait prévues. Une vision, mais aussi un état d'esprit, une certaine humilité. Enfin, moi, je vois, je donne des cours dans une école de business à l'heure actuelle. Et je dis souvent aux jeunes, en général, ils sont en première année, ils ont 18, 19 ans. Et je leur dis, les mecs, faut être ouvert et il faut pas, comment dire, faut aller vers les opportunités, il faut aller vers les gens, faut aller vers les situations qui vont vous permettre de développer des fois des compétences euh, que vous allez pouvoir utiliser dans d'autres situations. Donc toi, tu avais un atout parce que tu étais quand même ouvert. Tu avais quel âge à ce moment-là quand tu rencontres ce monsieur qui te dit, ah tiens, ça Euh, tombe bien, tu avais quel âge? c'était en 2004, donc j'avais 25 ans. Ouais, c'est ça, 25 ans. Ouais, bon, ok, tu avais quand même de la maturité déjà. Mais enfin, je connais beaucoup de jeunes de 25 ans qui aujourd'hui enfin, n'auraient pas été au bon endroit parce qu'ils manquent d'ouverture d'esprit et ils attendent que tout leur soit servi sur un plateau et donc ils passent à côté en Moi, fait. l'humilité, ça c'est une conclusion que je tire après. Mais Mm, sur le coup, c'était un choix alimentaire, hein, Liliane. Il ne faut pas se leurrer. Hein. J'avais fini mes études et pour moi, il était hors de question que je sois une charge pour qui que ce soit et il fallait donc que je trouve quelque chose. Donc, j'ai pris ce qu'on m'a donné et il s'est avéré que cela m'a servi par la suite. D'accord? Mais au mm, départ, euh, je ne voyais pas la finance, hein. Je me voyais plutôt bosser dans l'énergie, dans l'oil and gas, enfin, bref, tout ça. mm. Euh, mais c'est pas ce que j'ai eu. C'est pas ce que j'ai eu. Et à un moment, tu dois ravaler ta fierté parce que, comme je t'ai dit, il y avait des préoccupations alimentaires. Mm. Je finis mes études et pour moi, je ne pouvais pas concevoir que je sois une charge. Donc, j'ai pris ce qu'on m'a donné. Beaucoup d'étudiants font des jobs alimentaires. C'est tout à fait normal et ce n'est pas une honte. Non, pas du tout. Et justement, on peut par ces chemins-là, nous, on a souvent tendance à chercher des chemins linéaires. Mais on peut avoir des chemins escarpés qui t'emmènent aussi à l'endroit où tu veux aller. Et l'intelligence, c'est de tirer des leçons de ces passages-là et de voir le bon côté des choses. Moi, j'ai fait du télémarketing. Ben, le télémarketing m'a appris, et c'est une habitude que j'ai gardée aujourd'hui, je ne m'exprime jamais de manière négative. Donc, il y a des mots que je n'emploie pas. Mais ça, Mm. je l'ai appris en télémarketing. Et ça Ouais, m'aide totalement. aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut voir le bon côté des choses. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Mais quand on a 20 ans, 25 ans, on n'a pas forcément ce recul-là. C'est peut-être une frustration. On se dit, mais comment ça, moi, j'ai un master en droit des affaires et je vais faire du télémarketing. Oui, mais il y a peut-être un bon côté des choses aussi. Il y a peut-être une expérience qui peut être utile là-dedans.
Bah, Et surtout, aujourd'hui, bah, la possibilité de développer des soft skills qui vont bien sûr, qui seront bien sûr. extrêmement utiles et qui feront la différence Moi, après. j'ai appris à parler, j'ai appris à convaincre, mais ça, on l'apprend quand on fait du télémarketing. On nous a pas appris ça à l'école de droit, hein. Ah, pas du tout. Non, c'est clair. Donc, bah, ça m'a servi. C'est ce que je retiens. Il y a autre chose, évidemment. Donc, moi, je suis originaire du Gabon. Donc, le Gabon, le Congo, c'est à côté. Donc, il y a quand même cet événement, il y a la guerre. Et je crois que Mhm. dans une de tes interviews, tu racontes un petit peu comment tu quittes le Congo. Et moi, enfin, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est quand même une expérience qu'on peut pas oublier et qui est formatrice quand même. Est-ce que c'est juste de penser ça, que ça a forcément eu un impact sur ta résilience Oui, peut-être? bien sûr, c'était des moments difficiles parce que quand je pars, bah, tu ne te retournes plus, donc tu ne sais pas ce qui va se passer derrière toi. Mes parents, quand ils me font partir, c'est parce que je dois faire mon bac. Ça, c'était leur préoccupation. Pour eux, il fallait que je passe mon bac. C'était pas qu'il fallait me sauver ou quoi que ce soit, c'est parce que j'étais en année de terminale et bah, il fallait que je parte pour faire mon bac. Eux, ils se disaient que ça n'allait pas durer, que les choses reviendraient à la normale. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix-là de, de, de rester. Mais oui, c'est sûr que dans un contexte comme celui-ci, il fallait rester concentré et avoir les yeux rivés sur l'objectif. Ce n'était pas évident parce que on n'avait pas l'internet, moi je me retrouve à Lille, mes parents sont au Congo, j'ai des nouvelles de manière parcellaire, mais il fallait rester concentré sur l'objectif parce que moi j'ai passé du coup mon bac en septembre. Et donc juillet, août, septembre, la guerre au Congo fait rage. Mm. Et j'ai des infos comme ça de temps en temps qui viennent du pays qui ne sont pas forcément réjouissantes. Et dans ce contexte-là, je suis resté stoïque parce que moi, je n'avais pas de prise sur les événements, je ne pouvais rien faire. Ce que moi, je pouvais faire, c'était donc de rester concentré sur mon objectif, travailler pour avoir mon bac, pour ne pas être une charge pour mes parents. Ah, mais tu faisais Parce quand même que, preuve d'une... Pardon, vas-y. parce que en étant bah, étudiant, je pouvais avoir une bourse, etc. Donc, je ne serais plus un poids pour mes parents. Voilà, donc c'était ça mon objectif. Ouais, mais tu faisais preuve d'une grande maturité, c'est-à-dire, tu avais quoi, 18 ans? J'avais Euh, 18 ans, oui. Il y a la guerre dans ton pays, enfin, t'as des personnes qui trouvent comme excuse, enfin, qui ont des excuses faciles. Toi, au contraire, t'es resté focalisé sur ton objectif. Donc, Moi, mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait positiver. Ça, c'est une phrase que j'ai toujours retenue. Il faut positiver, il faut positiver, il faut positiver. Alors, effectivement, quand ce genre de situation-là arrive, euh, tu peux effectivement haïr le monde entier, mais tu peux tout simplement faire preuve de reconnaissance, de gratitude pour le fait d'être en vie. Et pour ça, rien que pour ça, bah, il faut aller de là. Il ne faut pas s'arrêter parce que c'est une grâce que l'on a que d'être en vie. Et donc, quand on est en vie, ben, mm. c'est, c'est une tautologie. Il faut vivre, il faut se comporter comme des vivants. Donc, moi, j'ai pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Quand tu penses à tes plus grands achievements aujourd'hui, c'est quoi tes trois plus grands achievements? Et là, je parle en général, je parle de tout. Pour le plus grand achievement. Déjà, c'est d'avoir construit Ariès Investissement parce que ce n'était pas gagné d'avance. On est tombé plusieurs fois, il faut le reconnaître. Donc, d'avoir créé Ariès Investissement, d'avoir gagné la confiance de nos clients, d'avoir construit une réputation sur le marché, que ce soit local ou même à l'international, puisqu'aujourd'hui, on travaille sur des dossiers à l'international dans d'autres pays d'Afrique. Donc, ça, c'était pas gagné d'avance. Ensuite, on a fait avec le bootcamp aussi, le bootcamp, parce que Mhm. le bootcamp, quand on l'a créé avec mes amis, on était que 5. Et aujourd'hui, c'est une formidable machine qui tourne avec ou sans moi. Je veux dire, aujourd'hui, on a créé, au sein de cette organisation-là, on a créé des leaders et qui peuvent aujourd'hui gérer le groupe. C'est-à-dire que le groupe, le bootcamp s'est détaché de ma personne. Donc ça, c'est un achievement dont je suis très fier, effectivement. On a donné trois. Il faudrait que je réfléchisse sur le troisième. Je vais le trouver. C'est pas Mais grave. voilà.
Tu peux revenir dessus. Bon, ben, c'est une belle transition et de toute façon, j'avais hâte d'en parler. Donc, bon, j'ai regardé ton Instagram, on avait déjà un petit peu échangé. Enfin, t'adores le sport, ça fait partie de ton mode de vie. Tout à Euh, fait. Et depuis Bien. que je marche d'ailleurs. Et depuis que tu marches. Oui, oui, mon père m'a mis au sport très tôt. Il a fait beaucoup d'expériences avec moi. Il a commencé par la natation, j'ai pas trop aimé. Après, j'ai fait du judo, j'ai fait du taekwondo et je me suis arrêté au basket, que j'ai pratiqué jusqu'à l'âge de 27 ans. D'accord. Et puis, à 27 ans, j'ai eu une blessure au ligament croisé. Donc, je ne pouvais plus jouer au basket. Donc, j'ai trouvé une autre activité et c'est celle que je fais aujourd'hui, c'est la calisthénie, c'est de la musculation poids du corps. Donc ça, je Par- peux le par- faire. Parle-nous un peu, je sais on a lu tous les deux de 5 AM Club. Parle-nous un Mhm, peu de ta routine, parce que je trouve ça c'est intéressant et moi j'ai bossé dans des boîtes américaines et les CEO que je connaissais les plus performants, eux ils se levaient à 5 heures du mat. Toi j'ai cru comprendre que tu te lèves encore plus tôt, mais ils se levaient à 5 heures du mhm. mat et ils avaient une routine bien précise. Et en fait ils prenaient tous en... Enfin, ils avaient cette notion de, comment on dit en français, le rythme circadien, ouais. C'est Euh, cardio, oui. Enfin, je crois que c'est ça, oui. Ouais, et donc en fait, vas-y, parle-nous un peu de ta routine et comment elle supporte Alors, un peu tout ce que tu fais. ma routine est extrême, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai pour défaut, quand quelqu'un fait quelque chose que j'apprécie, bah, j'essaie de faire aussi bien que lui, si ce n'est mieux que lui. Et en l'occurrence, pour cette routine-là qui consiste à se lever tôt, c'est il y a Régis, d'abord, Régis est mon associé, Mhm. il est pasteur, et donc lui, il a pour habitude de se lever très tôt. Et donc, il m'en a parlé. Je lui dis, no way, je peux pas faire ça. Il se levait à quelle heure, lui? Lui, il se levait à 3h30, 4h, pardon. Il se levait tôt pour prier, pour méditer, etc. Et moi, je dis, no way, je peux pas faire ça. Et ma femme aussi faisait ça, se levait à 5h. Je lui dis, non, no way, ça, je peux pas faire. Ah, ta femme se levait à Et 5 heures déjà. Elle le faisait déjà, oui, elle. elle aussi. Ok. Oui, oui, elle le faisait déjà. Et je dis, non, ça, je peux pas faire. Donc, tu vois, pensée limitante, hein, quand tu nous tiens. Mm. Et j'ai quand même relevé le défi. Moi, j'adore relever les défis. J'ai relevé le défi. J'ai commencé donc à me lever à 5 heures. C'était il y a combien de temps? J'ai commencé- C'était en 2016, je crois. 2016. Ok, ça fait quand même un moment déjà. 2000. Ouais, ça fait un moment. J'ai commencé à me lever à 5 heures. Et donc, pareil, pour faire la même chose que lui, pour prier, pour méditer et faire du sport aussi. J'ai un ami qui m'avait également parlé du fait de faire du sport le matin. Il s'appelle Tommy. Donc, il regardera le podcast, il se reconnaîtra. C'est lui qui m'a parlé de faire du sport le matin. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et un jour, je discutais avec le pasteur de l'église où j'allais. Il me disait, c'est bien de faire du sport le matin, mais il faudrait que ce soit équilibré. C'est-à-dire que tu dois consacrer autant de temps à ton travail physique qu'à ton travail spirituel. C'est de ça dont on parle. Donc, il me dit, en gros, si tu fais 1 heure de sport, tu dois faire 1 heure de méditation. Mais vu que je fais le sport de 5h30 à 6h30, quand tu calcules, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il fallait reculer l'heure du réveil. Et donc, je l'ai emmené à 3h30. Alors, mes yeux s'ouvrent à 3h30, c'est vrai, mais je quitte le lit en général vers 4h, au temps de me réveiller en fait. Je suis déjà, enfin, quand il est 3h30, je suis déjà en mode éveil. J'ai fini de dormir. Et donc après, je peux commencer à prier, méditer. J'aime bien lire aussi le matin parce que c'est un moment où il n'y a pas de bruit. J'ai la chance d'entendre encore les oiseaux le matin. Donc je les entends le matin. C'est un réel plaisir. Ça me permet de me retrouver. Donc du coup, vers 4h45, là, je me prépare pour aller au sport. Donc je quitte chez moi à 5h. Là où on s'entraîne, c'est à 20 minutes de la maison.
Et donc, en fait, il faut que je parte de chez moi à 5h, 5h10 pour commencer effectivement la séance à 5h30 et la terminer à 6h30. Mais aujourd'hui, c'est une habitude et moi, ça ne me pose plus de problème. Alors, j'ai lu beaucoup de commentaires en disant que oui, que c'est dangereux pour la santé. Moi, j'écoute mon corps. C'est-à-dire que quand il est fatigué, ben, il me le dit et je l'écoute. Donc, je lui donne du repos. C'est pour Mm. ça que s'il faut que je fasse une sieste à midi, ben, je le ferai, je n'ai pas de honte à le faire. Donc, j'écoute mon corps et pour l'instant, il ne m'envoie pas de signal en me disant que mon rythme est extrême. Je me couche tôt, donc je dors suffisamment d'heures, mais alors, moi, je suis contre les dictats, hein, parce qu'on va vous dire, oui, il faut dormir 8 heures. Oui, mais personnellement, je n'ai pas besoin de dormir 8 heures. Donc, je dors moins, ça ne fait pas de moi quelqu'un de déséquilibré ou de particulièrement nerveux ou irritable. Bien au contraire, je suis assez zen, mais c'est grâce à la routine que j'ai mise en place qui me permet de tenir. Mais une fois de plus, moi, je n'ai pas de problème avec le sommeil. Quand il faut dormir, je dors. Je dis, par exemple, les week-ends, euh, je peux dormir samedi et dimanche, je peux faire des siestes de 2 heures, 2 fois 2 heures, ça fait 4 heures. Donc, voilà, mais Tu récupères. je pense avoir une vie équilibrée. Et donc, tu parlais Et- de ton bootcamp que tu as lancé. oui. Aujourd'hui, donc quand tu as commencé, vous étiez combien? Aujourd'hui, vous êtes combien? Et c'est quoi la mission en fait derrière de tout ça, de ce bootcamp? Alors, quand on a commencé, nous étions 5. On était un groupe de 5. On a commencé, hein, si je me souviens, on appelle Saturday Bootcamp parce qu'on a commencé un samedi. Et donc avec des amis, mais également ma petite sœur aussi, on a les deux sont nés le samedi. Donc on a commencé à le faire. Et puis un jour, on s'est fixé avec des amis, on a constaté qu'on avait la bedaine qui poussait là. Mhm. Et donc on a décidé de se lancer un challenge qu'on appelait à l'époque le Libumu Challenge. Alors Libumu en lingala, ça veut dire le ventre. Donc l'idée c'était de faire ça pour nous c'était extrême déjà, hein, faire du sport à 5 heures et tout. Et on avait décidé de le faire pendant 3 mois. Et on l'a fait pendant 3 mois. Et puis après, on a vu qu'il y a des gens qui passaient parce que à Brazzaville, mais je pense que c'est pareil à Libreville aussi ou dans d'autres capitales africaines, il y a quand même des gens qui font du sport le matin. Donc, on a commencé à tracter ce public de sportifs. Il y avait des jeunes, des moins jeunes qui nous ont rejoints. Et aujourd'hui, en moyenne, c'est 50 à 60 personnes qui s'entraînent tous les matins et de toutes conditions physiques, de toutes conditions sociales. C'est vraiment un brassage et c'est ça qui plaît parce que, autrement, il y a des personnes que je n'aurais jamais rencontrées. Bien que c'est ce que moi j'ai à faire en tant que chef d'entreprise et j'aurais pas forcément eu l'occasion de rencontrer des étudiants qui se posent des questions. Et le fait qu'on se croise là le matin, ça permet des échanges sans barrière parce qu'on est tous en short. Et donc, Mm. on se parle et si on peut inspirer d'autres aussi parce que nous faisons, parce que nous sommes, ben c'est tant mieux. Mais quand on a fait le bootcamp, c'était vraiment pour faire un travail mental sur nous. D'ailleurs, au bootcamp, on dit que c'est la tête qui commande. Mm. C'est-à-dire que bah, les orteils ne vont pas faire quelque chose si la tête n'a pas donné l'ordre. C'est aussi simple que cela. On a vu des gens qui étaient incapables de courir sur 5, de faire un footing sur 100 mètres et qui aujourd'hui le font sans problème. Ils font 3 à 4 tours de stade, ils peuvent courir 30 minutes, voire plus. Et ça, justement, c'est des petites victoires comme ça qui permettent d'avoir confiance en soi. Moi, ça, c'est mon expérience personnelle aussi. Je me souviens qu'il fut un temps où je faisais de la muscu. Et un jour, je suis allé en salle et j'ai un ami qui me dit, ah, mais Loïc, essaye de pousser 100 kilos. Je lui dis, ah, mais non, moi, je peux pas. Il me dit, mais comment tu peux dire que tu ne peux pas alors que tu n'as pas essayé? Il me dit, OK, viens, je me mets derrière, je vais t'assister. Et j'ai poussé 100 kilos. Et à la fin, il me dit, mais au fait, tu sais, moi, j'ai juste posé mes mains, mais c'est l'effort, c'est toi qui l'as fait. Et donc, ça, c'est un effet sur ta tête parce que tu dis, mais au fait, je peux faire des choses, mais j'ai des pensées tellement limitantes que je me restreins moi-même. Et moi, c'est ce que m'a permis le sport. Et c'est donc cette expérience-là que j'ai voulu partager avec d'autres aujourd'hui. Tout bootcampeur, après peut-être un mois, tout le monde peut faire des pompes. Mm. Ça, c'est notre exercice de base. Tout le monde doit être capable de faire des pompes et c'est le cas.
Tu as des enfants de 8 ans qui font des pompes et tu as des personnes de 70 ans. Ma mère, elle a 72 ans plus. Je peux t'envoyer une photo, elle fait ses pompes correctement. Alors ça, c'est impressionnant. Quand même, une femme Ah oui, d'une certaine génération qui fait des pompes, c'est quand même écoute, chouette. je l'entraînais au bootcamp et donc tous les matins, quand son planning le lui permet, ben, elle est là aussi. Elle ne travaille peut-être pas forcément avec la même intensité que nous, mais elle travaille. Et elle se tient droit aujourd'hui parce qu'elle fait du sport, elle a une bonne hygiène de vie. Et donc voilà, je veux dire, on a tous des pensées limitantes. Et Complètement. notre challenge, c'est de les vaincre, ces pensées limitantes-là. Parce on est tous dotés d'un potentiel et qui parfois ne s'exprime pas parce qu'on a des pensées limitantes. Et il faut les vaincre. C'est ça notre challenge. Si aujourd'hui, on veut construire une Afrique qui gagne, bah, il faut des gens qui puissent exprimer leur potentiel sans limite. Mais donc, en Parce que fait, nous, en pardon, Afrique, vas-y. on est bridé. En Afrique, on est bridé. Hommes comme femmes, d'ailleurs, on est souvent bridé. Et ça étouffe la créativité de certains ou certaines. Donc, Alors attends, grâce au bootcamp aussi, ouais. les gens se découvrent leur potentiel et ils deviennent, comme on dit, des athlètes du quotidien. Regarde, j'aime beaucoup ce que tu dis et je pense que c'est extrêmement important de creuser. Donc, moi, je vais te faire un peu en mode coach, ce que je fais avec mes clients, ce que je t'entends, en fait, quand je t'écoute, ce que j'entends, c'est que finalement, au début, il n'y avait pas forcément une mission précise, c'était juste de faire du sport avec un groupe de personnes et puis de se remettre en Oui, avec forme. mes amis, tout Voilà. à fait, Et puis finalement, sans vous en rendre compte, vous avez commencé à créer un mouvement. Ça a tout à commencé à fait. grossir, à grandir. Et là, vous avez réalisé en fait que c'était bien plus que ça, en fait, que comme vous, en fait, vous étiez à l'origine, l'idée c'était de travailler sur le corps, mais finalement, vous très vite, vous avez compris que vous travailliez sur votre mindset parce que vous faisiez des trucs que vous faisiez jamais. Vous levez à 5 heures, vous levez à 4 heures, vous levez à 3 heures, grand, petit, enfin, tout le monde. Et là, vous vous êtes dit sûrement à un moment donné, mais waouh! Et en fait, là, vous voyez des gens qui pouvaient pas courir avant, qui courent maintenant. Et le mouvement, en fait, est devenu quelque chose de... Ben, en fait, vous encouragez la transformation, pas juste physique, mais mentale. Et donc là, Mental, tu parles en fait de toutes les croyances qu'on a tous, les pensées limitantes. Maintenant, c'est vrai qu'en Afrique, moi, même du Gabon, euh, quand tu fais un truc un peu différent, ou que tu restes pas sur le chemin, les gens ont tendance à te dire, ah non, 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 c'est pas bon, mais non, mais tu peux pas, mais... Et moi, pareil, avant que je devienne personal trainer, à un moment donné, j'ai réussi à faire du bench press et de soulever 80 kilos. Mais je pensais pas que mhm, à, je sais pas quel âge j'avais, j'étais beaucoup plus jeune, je serais capable de le faire. Et en fait, aujourd'hui, quand je m'entraîne à 47 ans, je m'entraîne, je suis 3 fois plus fit que des gamins de 25 ans. Mais souvent, les bien gens se sûr. disent, j'ai 45, j'ai 47, j'ai 50 ans, donc je peux pas. Question, t'as dit un truc intéressant, t'as dit en Afrique, on est bridé. Est-ce que tu peux Mhm. m'en dire plus? Ben oui, on est bridé, c'est-à-dire que les parents, je vais te donner un exemple, les parents nous mettent à l'école, ils nous disent, voilà, tu vas faire tes études, ben, tu vas te trouver, soit tu intègres la fonction publique, soit tu vas rejoindre une grande entreprise. On te parle pas d'entrepreneuriat. Personne. Ceux qui font de l'entrepreneuriat, je parle du Congo, ceux qui, on appelle opérateurs économiques ou autres d'ailleurs, ce sont des gens qui, pour beaucoup, et ça n'a rien de péjoratif, beaucoup ont arrêté l'école très tôt. Et donc, ils se sont retrouvés commerçants, ils ont fait du business. C'est pas le schéma. Et donc, au Congo, pendant une période, jusqu'à très récemment, faisaient du business, entre guillemets, ceux qui avaient arrêté leurs études. Hmm, Tu vois? Donc, ça, c'est des pensées bloquantes aussi. Donc, les parents, ils vont vous pousser à faire même des doctorats. Doctorats, franchement, bref, je ne vais pas donner mon avis là-dessus, mais voilà, on a beaucoup de doctorats en Afrique, mais in fine, c'est pourquoi? Tu vois? Parce que on nous a mis dans la tête le culte des études. c'est Mais vrai. les études, on les fait, il faut que ça corresponde à un objectif. Pourquoi tu vas faire un master en droit des affaires? Pourquoi tu fais pas le doctorat? Moi, j'ai fait le master en droit des affaires parce que je me destinais à être juriste d'affaires. Et
pour être juriste d'affaires, il fallait passer par là. S'il fallait faire un doctorat, je l'aurais fait. Mais je ne serais sûrement pas allé faire un doctorat si c'était pas utile, tu vois. Mais donc, oui, on est bridé. On va vous dire qu'un homme doit faire ceci, une femme doit faire cela. Celui qui sort du chemin tracé, bah, c'est un iconoclaste, c'est un fou, etc. Donc, il faut vaincre ça. Tu Mm. sais, je me souviens qu'une fois, ma petite sœur, quand elle était enfant, elle avait plein d'énergie. Une fois, elle a grimpé dans un arbre. Il y a quelqu'un qui lui dit, ah non, 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 non. Ne monte pas dans un arbre, parce que si tu es une fille, si tu grimpes dans un arbre, l'arbre ne va plus produire de fruits. Bon, oui, mais tu vois, c'est quand je te parle de brider, c'est des choses aussi simples. Est-ce qu'on peut imaginer ça? On parle d'un arbre, mais il y a des phrases encore plus terribles. Il y a des phrases encore plus terribles qu'on dit aux enfants pour les bloquer. Mais c'est pas fait intentionnellement, malheureusement. Mm. C'est pas fait intentionnellement, mais ces phrases-là, quand on vous les répète à l'envi, ben, elles finissent par vous bloquer. Ah, complètement. Et donc, on va croire au Congo ou au Gabon, on va croire que quand on a réussi sa vie, quand on est dans la haute fonction publique, Complètement. Ou, on a réussi sa vie quand on est en entreprise. ou pour les femmes, moi, si tu veux, enfin, ça, c'est ça qui est dur, je trouve, en Afrique. Après, je sais pas qu'est-ce que ta femme dirait si elle était parmi nous, mais moi, je me souviens, bah, je vis à l'étranger depuis, enfin, j'ai quitté le Gabon il y a très, très longtemps, mais je suis rentrée une année, en 2008, je crois, 2007-2008, je suis rentrée au Gabon et j'ai été embauchée par le groupe CFAO. Et en fait, j'étais Mhm. responsable un magasin qui s'appelle Electra et qui fait de l'importation de meubles, etc. Donc, on bosse avec les expats, etc. Avant moi, c'était une Européenne, une Française. Et donc, moi, j'arrive là et tout. Bon, au Gabon, en tout cas, je vais parler que du Gabon. Il y a quand même pas mal de préjugés. Quand tu es une femme métisse, et en plus, donc là, j'étais directrice du magasin, et je me souviens d'un Gabonais qui est venu, qui connaissait mes sœurs, quand il m'a vu dans le bureau de la directrice, il est venu, il m'a dit, ah, c'est toi maintenant qui est la patronne ici? Donc j'ai dit non, enfin, je suis pas la patronne, disons que voilà, Et il me dit, mais en gros, il m'a demandé avec qui j'avais eu des relations Mhm. physiques pour avoir ce poste-là. Et moi, je me suis dit, pas du tout. J'ai fait 3 stages chez eux et j'avais une bonne réputation, on va dire, au sein du groupe. Ils me connaissaient et j'étais au lycée français avec les enfants des Français qui bossaient dans cette boîte-là. Donc, ils me connaissaient de réputation. Tu vois, j'ai eu le stage et après, j'ai eu un job. Mais on m'a dit tout de suite que forcément j'avais couché avec quelqu'un pour avoir le poste, ou parce qu'on a ce côté-là, oh mais c'est parce que t'es métisse, vous les blancs, les machins. Donc on a beaucoup de pensées limitantes qui font que il y a des lourdeurs quand même, hein. C'est difficile. Ah, c'était Tout une à fait. parenthèse. Tout à fait. Non, mais c'est une réalité africaine, malheureusement. Hum, hum, Bon, hum. africaine, mais peut-être même ailleurs. Mais bon, africaine, sûr. Mais une question qui me vient à l'esprit, comment dire, sans rentrer vraiment dans des sujets trop compliqués, parce que bon, on connaît un peu la sous-région d'où on vient. Mais, enfin, comment toi tu vois en tant que, bah, ok, si je repense moi par exemple à mon père qui aujourd'hui, s'il était vivant, il aurait presque 90 ans, on va dire. Lui, il était Mhm. fonctionnaire, il était dans l'armée de l'air, etc. Il a une belle carrière. Mais si tu veux, comment dire, pour moi, le Gabon de l'époque était complètement, enfin, c'était une autre époque. Bon, les choses changent progressivement. Mais en termes de business, est-ce que tu dirais que en tant qu'entrepreneur africain, est-ce que tu sens que il n'y a pas de limite, que tu peux faire, tu peux développer, tu peux grandir ton entreprise, ton business, atteindre les sommets que tu souhaites atteindre comme tu pourrais les atteindre ailleurs? Est-ce que c'est pas des pensées limitantes qu'on a des fois en se disant, ouais, mais quand tu veux faire du business en Afrique, c'est compliqué. J'aimerais vraiment avoir ta vision par rapport Alors, à ça. oui, il y a des obstacles.
mais aussi des opportunités. Il y a surtout beaucoup d'opportunités. Euh, il y a des personnes au Congo, congolaises, qui ont eu accès à de très belles opportunités. D'accord? Donc, moi, je m'interdis de penser que je ne peux pas le faire. Au soir, si tu m'interviews au soir de ma vie, ben, je pourrais te faire le bilan. Mais ce que je vois pour l'instant, c'est qu'on mène notre bar et on a accès à des opportunités et on travaille dessus. Tu vois? J'ai pas eu le sentiment qu'on m'ait barré la route pour une raison ou pour une autre. Et moi, je suis un battant, hein, donc c'est pas. Si tu me fermes une porte, je peux rentrer par la fenêtre. Si je peux pas rentrer par la fenêtre, je rentrerai par le toit. Et si je peux pas rentrer par le toit, je t'attendrai dehors, tu finiras pas sortir. Donc c'est comme ça que je veux penser. Je ne veux pas penser autrement. Je m'interdis de penser que je rencontrerai des obstacles. Et quand même je rencontrerai, on pourra les surmonter, les contourner, etc. C'est pas, Mm. tu sais, la vision, elle est puissante. La vision, Liliane, elle est personnelle. Et moi, je suis chrétien et je suis convaincu que ma vision n'est pas le fruit du hasard. Ma vision, c'est Dieu qui me l'a donnée. Et jusqu'à présent, ben, il a permis que je fasse des rencontres, que je me retrouve à des endroits pour pouvoir justement la réaliser. Donc, je n'ai pas peur de quelconque obstacle que je pourrais croiser. Pas du tout. Mm. Donc Je l'état suis d'esprit, sûr de moi, je suis droit dans mes bottes. Ça m'inquiète pas. Et je suis prêt à engager le combat aussi. formidable. Voilà. Si tu, moi, j'aime bien croire au super pouvoir. Donc, quand je coach des gens dans différentes situations, des entreprises, et en ce moment, je coach des enfants qui sont, j'ai une trisomique, j'ai des personnes Mhm. qui sont autistes. J'accepte tout type de mission parce que je pense que c'est en se confrontant à des situations différentes et puis faire que du leadership. J'aime bien avoir beaucoup de diversité. Et en fait, quand je parle à ces enfants, enfin, et que ça peut être challenging de les coacher. Et en fait, je leur demande toujours pour briser la glace, c'est quoi tes super pouvoirs? Et quand ils comprennent pas ce que j'entends par là, je leur dis, bah, écoute, moi, par exemple, mes super pouvoirs sont ça, ça et ça. Loïc, c'est quoi tes super pouvoirs selon toi? Un de mes super pouvoirs, c'est que j'ai super confiance en moi. Ça se voit. Je sais que je peux tomber, mais je sais aussi que je peux me relever, que je vais me relever. Donc ça sont mes super pouvoirs. Que j'ai pas, Ça, en c'est fait, un je n'ai, pouvoir. la confiance en soi, la résilience, la persévérance, la consistance, la discipline. Ok. Ouais, On peut considérer ça comme mes super pouvoirs, non? ouais, mais pour moi, tout est un peu lié, mais bon, ok, d'accord, j'accepte. D'accord, voilà. Donc oui, l'un de mes super pouvoirs, c'est que je peux. Écoute, comment dire ça sans être prétentieux? Non, vas-y, tu peux C'est y un aller. exercice difficile, hein? Non, non, pas du tout. Oui, C'est bienveillant. que je n'ai pas peur d'engager le combat. J'ai pas peur des obstacles. Moi, j'ai pas, ça ne me dérange, ça ne me fait pas peur. Donc, j'ai pas peur. Et d'ailleurs, un de mes surnoms, justement, c'est il s'en fout la mort. Ok. Moi, j'adore. En Vili, hein. Donc, on dit, j'avais un nom qui m'appelait Iloak. Ça veut dire s'en fout la mort. Donc, je crois que depuis très, très jeune, il avait vu que j'étais téméraire. Ah, c'est super, ça, c'est une grande qualité. Et la vie de famille dans tout ça? Parce que finalement, tu bosses beaucoup, tu as un rythme, t'as quand même un rythme intense. Enfin, c'est l'impression que tu donnes. Comment tu gères la vie de famille, femme, enfant? Bon, une journée dure 24 heures, n'est-ce Mm. pas? Je mets un point d'honneur à rentrer chez moi quand même à 18-19 heures pour savoir ce qui se passe dans la maison quand même. Et puis le week-end, je lève le pied, donc je suis en mode famille. Et quelles sont les valeurs que tu souhaites inculquer à ton fils? Le travail, il faut qu'il apprenne à travailler, que qu'il ne se serve pas, qu'il sache que tout ce qu'il méritera, ce sera la sueur de son front.
Question, quand on a des parents qui ont vachement réussi, pour les enfants, on peut avoir une certaine pression finalement. Il y a quand même une exigence. En tout cas, moi, je sais que dans ma famille, moi, je l'ai ressenti comme ça. Il y avait une exigence de bien faire, d'être sur le bon chemin, le chemin qui convient, même si après, on peut faire ses propres choix. Comment tu vas faire parce que forcément, ton fils te voit forcément comme quelqu'un de charismatique qui doit beaucoup Mhm, l'inspirer. Il doit forcément te regarder avec beaucoup d'admiration. mhm. Comment tu fais pour que quand ils grandissent, que ce soit que du positif et pas une pression d'être à la hauteur? Parce que tout le monde peut pas monter un Alors, business comme papa, forcément. alors, mon fils, la prière que j'ai faite pour lui, c'est d'être excellent dans ce qu'il choisira de faire. Voilà. Donc, moi, je fais Ariès. J'ai pas prévu qu'il dirige la boîte un jour. C'est pas dans le plan. Donc, lui, qu'il vive sa vie et qu'il la vive bien. Et moi, en tant que parent, ce que je lui dis, c'est d'aimer le travail, d'aimer l'excellence et d'être honnête, d'être correct avec les gens autour de lui, de faire preuve d'humilité et de toujours apprendre, 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 apprendre. Et surtout, c'est d'être excellent dans ce qu'il choisira de faire. Voilà. Donc après, s'il veut faire du business, qu'il fasse. S'il veut pas en faire et qu'il veut faire autre chose, c'est pas pour autant qu'il m'aura déçu parce qu'il fera pas du business comme moi. Pas du tout. Les enfants de Michael Jordan ne sont pas des basketteurs, hein. Ah, je sais pas, je ne suis pas. Mais si tu le Bon, dis, je suis pas. Ben oui, regarde, non. tu vois, hein. Donc, le plus important, c'est les valeurs que l'on lègue. Après, chacun peut construire sa vie. Moi, mon père ne fait pas de business, hein. Hmm. Euh, voilà. Moi, c'est une voie que j'ai choisie. Il y a personne qui s'est mis en travers de mon chemin pour me dire que je devais faire autre chose à la place. Et donc, je n'ai pas ce droit-là non plus de dire à ma descendance que doit faire ce que moi je voudrais qu'ils fassent. Pas du tout. Ah, C'est ça me juste qu'ils soient revient. bien dans leur peau, qu'ils Ouais. soient bien dans leur peau et ce qu'ils choisissent de faire, qu'ils le fassent bien, voire très bien. Il y a quelque chose, j'ai failli oublier d'en parler et j'avais vraiment, j'avais trouvé ça magnifique dans ton entretien. Je pense que c'était avec Philippe. Et en fait, Mhm, à un moment donné, il me semble hein, que tu racontais un petit peu tes débuts. Tu disais que quand tu t'es mis à ton compte, bon, déjà, ta femme t'a soutenu, entre guillemets. bien sûr, Donc, oui. voilà, Oui, elle a soutenu. tu expliquais que c'est une affaire de couple et même si en Afrique, ça peut surprendre. Enfin, bref, en couple, vous Mhm, décidez ce que vous faites, quel est votre projet, en fait. Donc, ça, je trouvais ça extrêmement intéressant parce que, bon, enfin, moi, je vais au Gabon. Le poids de la famille, de l'environnement, enfin, c'est très, très lourd. Et souvent, les gens sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. mhm, Sans entrer trop dans les détails, moi, c'est une histoire un peu familiale. J'ai toujours été frustrée par mon père parce que il avait une grande famille et il passait son temps à... Il était plus maître de lui-même et de ses décisions, à mon sens. Et je peux parler comme ça parce mhm, qu'il est plus là. Mais donc ça, j'ai trouvé ça formidable dans ton entretien. Et à un moment donné, tu dis, tu expliques en fait que tu devais te rendre en France, je crois. Tu devais voyager. Et tu dis à mhm. Philippe, en fait, que ce sont tes amis qui sont cotisés et qui ont acheté le billet. Et là, Philippe te dit, waouh, Oui, mais, c'est pas tous les amis qui font ça. Et là, tu as une réponse que j'ai adorée. Tu lui as dit, bah, c'est que les gens n'ont pas les bons amis, en fait. Vous n'avez pas les c'est bons tout. amis. Changez d'amis. Bah oui, changer d'avis. Ouais. Mais si tu Moi, veux, oui. c'est pas si. Enfin, les trois quarts des gens n'ont pas cette. Peut-être n'ont pas choisi les bons amis. Peut-être, des fois, on a des amis qu'on s'est fait quand on avait 14 15 ans. Aujourd'hui, si on les rencontrait pour la première fois, on serait plus amis à eux. Mais toi, en fait, quand on t'écoute parler, on sent vraiment, enfin, moi, l'impression que j'ai eue, je me suis dit, voilà quelqu'un qui a un projet, qui a réussi son projet, mais qui s'est entouré, qui a créé un environnement autour de lui. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Que tu as un Tout environnement à autour fait. de toi, que tu as créé, que tu as façonné pour que tout ce qui soit autour de toi ne soit pas un frein, mais au contraire peut-être te permettre de trouver la force, l'énergie.
Donc ça c'est une chose que j'ai adorée. Et le dernier point que j'ai trouvé aussi remarquable, à un moment, tu expliques en fait que bon, tu as ta routine du matin. Et quand tu vas au boulot, je pense je sais plus si c'est entre 7h et 8h ou 8h et 9h, tu es dans ta voiture et en fait, tu parles à tes amis le Mhm, matin avant d'aller au boulot. Et pareil, j'ai écouté ça, je me suis dit, mais c'est formidable. En fait, tu gardes un équilibre, tu fais ton sport, tu fais ta méditation, tu lis, donc tu apprends tous les jours. C'est important, si on mhm, arrête d'apprendre, on pense qu'on est arrivé, mais c'est là qu'on se plante. Donc méditation, esprit, corps, sport connexion avec les vrais amis. Donc, mhm, c'est toujours, c'est un peu le cœur. Et des amis comme toi, tu disais que 80% d'entre eux sont dans le business, dans l'entrepreneuriat. Donc, en mhm. fait, vous partagez les mêmes valeurs. Et je me suis dit, c'est magnifique. En fait, tout ça, ça crée de la synergie. T'as pas d'énergie, enfin, de gens qui vont te tirer vers le bas, mais au contraire, moi, j'ai écouté ça, je me suis dit, c'est magnifique. Il s'est façonné et ça prend un effort et une intentionnalité. Et ça veut dire, ça prend quelqu'un qui fait pas les choses au hasard et qui cultive certaines choses positives. Donc, si on pense à l'image d'une plante, toi, tu sais arroser les bonnes plantes et les mauvaises herbes, tu les coupes. C'est l'impression que j'ai eue, c'est l'image qui m'est venue à l'esprit. Alors, peut-être que couper, c'est brutal, mais en fait, j'ai écouté une fois un message de Miles Monroe, qui était un pasteur qui est décédé dans un accident d'avion. Il était des Bahamas, je crois, et il parlait de la vision. Et il disait que vision dictates everything. Ça veut donc dire que ta vision, la vision que tu as de ta vie, la direction dans laquelle tu vas aller, va déterminer tout ce qui est périphérique à cela. Comment tu t'habilles, ce que tu manges, les contenus que tu ingères, les personnes que tu fréquentes. Et naturellement, par rapport à la vision que tu vas avoir de ta vie, tu auras des gens qui vont te dire, moi, je suis pas. C'est pas grave s'ils suivent pas. Ça veut donc dire que ces gens-là, bah, tu vas peut-être pas leur parler tous les jours. Hmm, J'ai des gens à qui je parle tous les jours. Il y en a à qui je vais parler une fois par semaine, d'autres à qui je parlerai une fois par mois, d'autres une fois par an. Fine. J'ai hmm, des amis d'enfance, d'accord, mais on se parle de temps en temps. Enfin, certains d'entre eux, on se parle tous les jours, et d'autres, on se parle beaucoup moins. Mais c'est pas pour autant qu'on est fâché. Pas du tout. hmm, C'est que par rapport à la personne que je suis aujourd'hui, moi, je sais quels sont mes besoins. Je sais quels sont mes besoins, donc bah, je vais me nourrir, entre guillemets, auprès de ceux qui peuvent m'apporter de la matière. J'ai un ami que je connais, c'est un ami d'enfance, que je connais depuis qu'on a 11 ans. Il est entrepreneur aussi. Et lui, on a pour habitude, pour rituel, on se parle tous les matins, où qu'il soit dans le monde, ou que moi je sois dans le monde, on va se parler. Mais lui, il est entrepreneur et donc lui, il va me dire, ah, mais tiens, j'ai lu tel livre, tu devrais le lire. J'ai écouté tel podcast, tu devrais l'écouter. Moi, j'ai plaisir à être avec lui plutôt qu'être avec quelqu'un qui va me parler du Real de Madrid ou hmm, du. J'ai rien contre. Je parle de sport aussi, mais par rapport aux besoins que j'ai, oui, aux besoins que j'ai, moi, les besoins que j'ai, c'est d'avoir de la connaissance qui me permettra de progresser. Donc, je vais donner du temps à ces personnes-là qui me permettent de progresser. Ça, c'est d'un. Et deuxièmement, effectivement, j'ai de longues journées, mais être entrepreneur ou travailler beaucoup ne doit pas signifier qu'on se déconnecte. Et j'ai un auteur que j'aime bien, c'est peut-être que tu connais, le général de Villiers, qui était chef d'état-major de l'armée française, Je l'ai jamais et lu, qui mais j'ai dit, toujours voulu lire ces bouquins. Il faudrait que voilà, et qui dit que l'agenda doit être aux ordres. L'agenda doit être aux ordres. Donc, tu as 24 heures à toi de les utiliser et de faire en sorte que personne ne soit frustré. Donc, effectivement, je pars du principe que le matin, entre 7h et 9h, c'est le créneau que je consacre à mes amis, à ma famille. J'appelle ma mère, j'appelle mes soeurs, j'appelle mes amis, c'est là qu'on se parle. Et je leur ai dit, d'ici vous m'appelez après, ben, il se peut que je ne puisse pas répondre parce que je serai occupé à faire autre chose. Donc, si on doit se parler, ben, c'est là, c'est pendant ce créneau-là, ou alors quand je rentre le soir entre 18 et 19h. Parce que après, c'est le créneau de quelqu'un d'autre. donc That's organiser. all.
Oui, c'est tout. C'est une organisation. Et ça me permet de savoir ce qui se passe dans les vies des uns et des autres. On parle beaucoup de time management et j'ai conscience du temps qui passe, donc je ne vais pas non plus te garder trop longtemps. Non, on Dernière peut. C'est question, c'est un plaisir. C'est un plaisir euh, d'échanger. c'est gentil. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une conversation avec un mec qui est au Canada, qui est à Concordia, et en fait, il a fait un doctorat sur le time management. Et je me suis dit, mais je savais même pas qu'il y avait des gens qui faisaient des doctorats. Et quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit non, on n'est pas beaucoup, on est peut-être deux ou trois dans le monde à avoir fait un doctorat sur ce sujet-là. Donc j'ai interviewé et en fait, je me suis dit, mais je ne sais pas pourquoi il a fait un doctorat sur le time management. Quel est ton... Parce qu'en fait, ça reste un concept quand même qu'on veut rationaliser, mais finalement, il y a toujours pas mal de... C'est pas complètement rationnel, c'est pas complètement objectif, parce que ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de ce que tu valorises, de ce qui est important pour toi dans ta vie, dans ta journée. Est-ce que tu as des principes? Enfin, j'ai une idée par rapport à tout ce que tu nous as expliqué, mais quels sont tes principes à toi par rapport au time management? Et quand je dis ça, je pense à tout, pas que ton boulot, ta manière de gérer ton temps en général. Le temps, je l'ai lu là récemment encore, le temps c'est comme une commodity, c'est une matière première, c'est la matière première de l'entrepreneur. Je ne parle que de l'entrepreneur, mais ça l'est pour d'autres personnes aussi, hein. Mm, Et c'est comme, imagine que chaque jour on te donne 86 400 $ et qu'on te dise qu'à 23h59 tu dois avoir utilisé tes 86 400 $. Parce que de toute façon, tu ne peux pas les cumuler. mhm, Comment tu fais? 86 400 $, c'est 86 400 secondes. C'est ce qu'on a tout au long d'une journée. Comment tu utilises ça? Alors, certains vont dépenser, d'autres vont investir. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser mes 86 400 $ en investissant. Investir, c'est quoi? Ça peut être investir sur moi, ça peut également être investir sur les autres, c'est-à-dire donner de son temps à d'autres personnes aussi qui peuvent en avoir besoin, mais sûrement pas des activités, je ne veux pas employer ce mot-là parce que ça peut être mal interprété, mais allez, je me lance, des activités futiles, d'accord? Aujourd'hui, par exemple, mais ça, c'est moi hein, qui le veux. Mais mhm, chez nous, on n'a pas chez nous, on n'a pas la télé. Un appareil qui s'appelle télé, il n'y a pas ça dans notre salon. Pourquoi? Parce que, et ça remonte ça fait 4 5 ans hein, qu'on a supprimé la télé depuis la période de Covid. Tous les jours, tu as des nouvelles anxiogènes. Que voilà, il y a X personnes qui sont mortes aujourd'hui, surtout pendant le Covid, là, tous les jours, tu avais un décompte. mm, Après, on va te parler de la guerre en Ukraine. Après, on va te parler de la guerre, des attentats de Boko Haram ou de la guerre en RDC, etc. Bref, moi, j'ai pas besoin de savoir ça tous les jours. Je sais qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. mm, C'est fine, period, comme vous dites. Donc, à un moment, je dis, bon, est-ce qu'on a besoin d'une télé? J'ai posé la question aux enfants. Ils m'ont dit, bah, écoute, nous, de toute façon, nous, on n'est pas là. On est à l'école, on a nos activités. Donc, la télé, on n'en a pas besoin. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de télé. Et on n'est pas plus malheureux que ceux qui en ont une. Bref, donc on n'est pas plus malheureux. Et aujourd'hui, justement, moi, le temps que j'ai, ben, je l'utilise pour apprendre. Mais je peux apprendre de manière ludique aussi. Hein. C'est pas, j'ai pas forcément besoin d'ouvrir un livre et de taper 30 pages tous les soirs sur la finance d'entreprise, mais je peux regarder des documentaires sur YouTube. Ça me détend, mais en même temps, j'apprends quelque chose. Donc c'est alors comme pour répondre à ta question, comment j'utilise le temps? Pour moi, le temps, c'est un asset et je dois rentabiliser le temps qui m'est donné tous les jours. Donc je dois faire des choses et me dire tiens, à la fin de ma journée, je dois être capable de dire ce que j'ai fait et à quoi ça m'a servi. Donc, mais j'ai pas toujours été comme ça. Je l'ai appris aussi. Hein. C'est avec l'expérience. Hein. J'ai appris. J'ai pas quand j'étais plus jeune, je n'avais peut-être pas forcément ce raisonnement-là, mais aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses. Et ça m'équilibre aussi. complètement.
Ce qui est intéressant, enfin, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est que le temps, c'est une commodité, c'est un investissement. Tu investis sur les Non, choses. alors le temps, tu peux le consommer, n'est-ce pas? Donc c'est comme si on te donnait une somme d'argent que Mhm. tu peux soit consommer, soit investir. Toi, tu Tu consommes l'investis. comment? Moi, je préfère l'investir. Tu consommes comment? Quand tu regardes un match de foot à la télé, c'est de la consommation. Mm. D'accord? Quand tu vas t'enquiller des bières, aller danser, etc., c'est de la consommation. Sur le coup, tu vas être content, mais fine, tu consommes. Tu Mm. retires rien du fait d'être allé en boîte ou d'avoir bu des bières. Et ou alors, tu peux investir, c'est-à-dire utiliser de telle sorte que ben, tu auras appris quelque chose. Tu auras fait du bien à quelqu'un parce que tu lui auras consacré de ton temps. Donc, j'allais en venir. En fait, je faisais un récap et après, j'allais te demander de clarifier quels sont tes gros centres d'investissement par rapport à ton temps? L'éducation, quoi d'autre? Oui, l'éducation, ben, j'ai investi sur moi quand je fais du sport, par exemple. Donc oui, Mhm. ça c'est pour mon corps. Donc tu as l'éducation parce que j'acquiers des connaissances techniques, etc. Je, j'investis entre guillemets dans mon mindset. Donc j'essaie de développer des habitudes qui vont m'être utiles. Je fais ce travail spirituel là aussi pour les croyances, hein, Ok. parce que ça aide. Tu sais, je dis pour moi, quand je sors, c'est comme si je jouais une finale de la Coupe du Monde. La finale de la Coupe du Monde, elle se joue tous les 4 ans, n'est-ce pas? Donc, si tu te loupes là, tu n'auras pas forcément l'opportunité de revenir après. Donc, il faut que, à la fin de ta journée, bah, tu sois content de ce que tu as fait. Que tu, moi, je fais une liste de tâches et je coche tout ce que je fais. Donc, en fin de journée, je dois pouvoir me dire, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire et je peux passer à autre chose. Parce que mon premier adversaire, c'est moi-même et je dois être content de moi. Je dois être content de ce que je fais. Je n'attends pas que X ou Y me juge. C'est moi Mm. qui, je me juge moi-même en me disant, ah non, mais là, t'as pas assuré. Et je peux avoir ce recul-là pour me dire que sur telle chose, j'ai pas assuré. Il faudrait que je corrige ça la prochaine fois. Donc, je, je me livre en permanence un match contre moi-même. Ben, il faut que le bon côté de moi remporte le match. Parce on a tous nos challenges, hein. Faut pas croire, on a des démons aussi contre lesquels il faut se battre. Et justement, il faut empêcher que ceux-ci, parfois prennent le dessus. Bah alors là, tu tends une perche, je suis obligée de la saisir. C'est quoi mes démons, c'est ça? Ah ouais, c'est obligé, je suis obligée de poser la question. Ah, ben écoute, parfois, on peut être tenté de procrastiner. Ça, c'est un démon, ça. Mhm. Ouah, Hein? tout le monde fait ça, c'est humain. Ah oui, mais écoute, c'est humain, mais justement, quand tu procrastines, là, ça peut te coûter cher aussi. Ça t'a déjà coûté cher? Oui, ça m'a déjà coûté cher. Par exemple, tu te dis que tu dois aller voir quelqu'un de très cher et tu le fais pas. Tu te dis j'irai le voir demain, j'irai le voir après-demain et puis le jour où tu décides d'aller le voir, la personne est décédée. Par exemple, Mm. tu vois. Donc quand je dis les bons côtés de soi, si tu es quelqu'un de bienveillant, ben veille à toujours l'être et ne te laisse pas déborder par d'autres aspects de ta vie. Par exemple. Complètement. Donc à chaque fois que je vais faire une interview, j'étudie un peu la personne, Je t'en j'observe. prie. Donc je suis allée sur ton Insta, je regarde un peu ce que tu postes sur Bon, il n'y a LinkedIn. pas beaucoup de choses hein, sur mon Insta, hein. Ah si, il y a du potentiel. Enfin moi, mon Insta n'est pas terrible non plus, je dois travailler dessus, donc je peux pas trop Mhm. juger. Mais j'ai vu donc récemment, je pense que tu as dû faire un talk dans une école Oui, récemment. oui, oui, tout à fait. Et donc, bon, là, je me rends compte que tu fais l'exercice, tu es généreux, tu acceptes des interviews, etc. Quelle est l'importance pour toi de la transmission et quel est ton objectif quand tu vas parler justement à ces jeunes gens, à ces étudiants? Puisque tu es intentionnel, quand tu investis ton temps dans quelque chose, c'est que forcément, il y a un outcome que tu cherches. Qu'est-ce que tu Bien recherches quand sûr. tu fais ça? Euh, je veux donner à cette jeunesse-là
Euh, je veux leur donner les moyens de réussir, je veux leur donner les moyens de s'assumer, et surtout, je veux que nos jeunes combattent leurs pensées limitantes, parce qu'il y en a beaucoup, ça fait un ravage terrible de notre environnement, de notre communauté. Et oui, donc c'est principalement ça, c'est de leur dire que vous pouvez être les personnes que vous voulez être, et pour ça, il faut que vous soyez prêts à payer le prix. Il y a un prix à payer. Et moi, quand je leur parle, je leur dis, ben, il faut, le prix à payer, c'est travailler. J'ai 45 ans. Moi, il y a des, j'aurais aimé entendre certaines choses à 20 ans, à 25 ans, que j'ai pas entendu, j'ai entendu plus tard. Et donc, aujourd'hui, ben, j'essaie d'être ce grand frère-là bienveillant qui partage son expérience auprès des plus jeunes pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs, que moi. Parce que j'ai fait des erreurs aussi, bien sûr. C'est Donc, quoi tes erreurs? Je prends les perches hein, que tu tends. ah oui, bien, il n'y a pas de souci. Je veux dire, mes erreurs, c'est qu'il y a des fois où j'ai eu à ne pas prendre des décisions et après avoir des regrets. Parfois, j'ai pas forcément bien géré l'argent que j'ai eu. J'aurais peut-être pu mieux l'investir. J'aurais pu l'investir, par exemple, ça j'ai pas fait. Donc, oui, ça, oui, c'est pas des erreurs dramatiques. Mhm. Pas coûter un bras, mais voilà, ce sont des erreurs et que, tu sais, en Afrique, il y a beaucoup de pauvreté autour de nous. Mais la pauvreté, à mon avis, elle est principalement mentale. Je te parlais de Amen. pensée limitante. Elle est principalement mentale. Et justement, quand moi je parle à ces jeunes-là, je leur ai dit que c'est pas une fatalité. Je leur dis que ce n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est réversible. Alors, comment on fait pour que ce soit réversible? Ben, il faut apprendre, il faut travailler et il faut vaincre ces pensées limitantes-là. Il y a beaucoup de jeunes filles qui pensent que pour coucher, pardon, pour réussir, pardon, il faut Mhm. coucher. Ouais. Ben, c'est de dire à ces jeunes filles-là que si quelqu'un te demande ça, tu dois être capable de lui dire non et que Mhm. c'est pas la fin du monde, que un emploi n'équivaut pas à ta dignité, par exemple. Et ça, il faut le dire aux jeunes parce qu'ils vont rencontrer des gens sur leur parcours, si on ne leur a pas dit, ils vont peut-être Mhm. penser que c'est la norme. Et dis-toi, tiens-toi bien, Liliane, nous, on est en Afrique, on a un continent à construire. Mhm. Euh, L'Amérique, l'Europe s'est construite avec des gens qui avaient un certain mindset, n'est-ce pas? Ben, il faut que l'Asie aussi pareil. Il faut qu'on fasse la même chose chez nous. Alors, on est 1 milliard d'Africains, hein. Je ne vais pas convertir 1 milliard d'Africains. Mais si je peux en changer 2, 3, 4, 5, 10, bah, j'aurais été utile. Ouais, complètement. Voilà. Ouais, non, c'est. Enfin, moi, j'ai interviewé Stanislas. J'avoue qu'il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré. Euh, je sortirai la vidéo dans quelques mois. Et il y a une chose qui m'a fascinée, en fait, dans l'exemple. Enfin, j'imagine que tu connais son histoire, forcément. Oui, Et moi, la partie que je préfère, c'est quand il raconte. Et là, en fait, ça m'a fait un effet miroir sur moi étant jeune. Et en fait, il raconte bon, il veut lancer son business, il va voir le régulateur et en fait, il essaie d'avoir un rendez-vous avec le régulateur et le régulateur rentre dans la salle, il dit bonjour monsieur, je vous écoute. Et là, en fait, Stan, il comprend que, en gros, il faut qu'il raconte, il fasse son pitch très vite parce que le monsieur n'a pas son temps, vraiment pas. Et donc, en fait, il fait son pitch en genre en 2 minutes, 3 minutes max. Enfin, il fait ça très vite. Et le monsieur le regarde, il dit d'accord, merci, au revoir. Et le gars s'en va. Et si tu veux, quand il raconte ça, je lui dis, mais comment toi, tu t'es senti? Comment tu t'es senti en fait? C'était quoi ton état d'esprit quand tu sors du meeting où en fait, tu avais une idée de business, toi, ton truc était bien réfléchi, tu le savais. Et en fait, ce monsieur t'accorde même pas le temps. Et il m'a dit une chose que je trouve qui est basique, mais qui est vraie et à laquelle on pense pas. Parce que souvent, on est dans l'émotion. Il m'a dit, tu sais, lui, pourquoi il devrait me croire? Moi, je suis un jeune Africain, je débarque, je dis que je vais faire de la notation, mais j'ai encore noté personne. Et en fait, j'ai trouvé son exemple et son expérience, donc de par sa résilience, mais aussi sa vision.
et sa Mhm. capacité à ne pas se laisser emporter par les émotions. Et pour moi, et il l'a dit une fois dans une de ses interviews, et je ne sais pas si tu es d'accord, est-ce qu'on peut dire que nous, en Afrique centrale, je ne connais pas les Ivoiriens, mais nous, en Afrique centrale, on a quand même le sang chaud, on est des impulsifs. Moi, je vais au Gabon, les gens pètent des câbles dans les administrations, dans les trucs, les gens sont vachement dans l'émotion. Et d'entendre l'histoire de quelqu'un qui aujourd'hui est là où il est, mais je trouve que ce qui le caractérise, c'est un grand calme. Il écoute, il observe, et il semblerait qu'il avait déjà cette, comment dire, pour moi, c'est une qualité que j'ai pas souvent vue chez de jeunes Africains. Enfin, à l'époque, il était jeune, non pas qu'il soit trop vieux aujourd'hui, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'en termes de mentalité, moi, je trouve que la mentalité, moi, des personnes que je connais au Gabon qui ont réussi ou qui ont il y a quand même une mentalité particulière. On est très impulsif. On considère que tout nous est dû. On a beaucoup d'ego aussi. Ouais, moi je suis un tel, moi je suis. Quand je dis tout ça, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce qu'il y a du vécu? Est-ce que tu connais des gens comme ça? Enfin, je trouve que c'est un Alors, esprit pauvre qu'on a souvent. oui, on a des caractéristiques communes avec les goûts. Moi, je suis, moi, je suis, moi, je suis. Hmm. Mais le Congo a ceci de particulier, c'est que le Congo a vécu des guerres Ouais, difficiles et ça nous a obligés à être résilients. La vie n'est pas forcément simple. La vie n'est pas forcément simple chez nous, mais ce que je perçois, pardon, c'est que les gens prennent sur eux quand même. Hein. Il y a des pays où, pour moins que ça, on a volé la vie. Je veux dire, les Sénégalais, ils sont pas des privés d'électricité, ils peuvent te voler la vie. Bon, bref, nous, on est quand même, aujourd'hui, on parvient quand même à, c'est ce que je perçois, hein, le peuple, quand même, nous parvenons à contrôler, pardon, nos émotions. Donc, on est, mais ben, après, vous, au Gabon, c'est particulier. Vous avez beaucoup vécu d'État-providence aussi. c'est Hein, vrai. pendant les années où le pétrole coulait à flot, ce que j'apprenais, c'est que les étudiants gabonais étaient comme les mieux lotis, hein, des étudiants, parmi les étudiants africains, vous avez des bourses, enfin bref. Donc, C'est pas faux. aujourd'hui, euh, ben voilà, donc aujourd'hui, les gens, ils sont exigeants par rapport à cela aussi, parce qu'ils ont un vécu, n'est-ce pas? Mais je pense que ceux qui n'ont pas eu ces avantages-là, réagiraient différemment. Tu vois, donc, il faut nuancer les propos. Chaque peuple a son histoire, Mhm. et je pense que l'histoire, de chaque peuple définit son attitude de manière générale. Nous, au Congo, de par nos traumatismes, de par notre histoire, qu'est-ce que cela révèle? C'est un peuple très résilient. Mm. On est tombé très bas, mais on a été de se relever. La vie nous offre des challenges au quotidien, mais ce que je perçois, c'est que les gens travaillent, les gens peut-être s'en accommodent, euh, et, et voilà, mais on maîtrise nos émotions. Ça, c'est ce que je perçois. Ah, complètement. Ok. Qu'est-ce que tu dirais pour finir, pour clôturer l'échange? Euh, alors, on fait ce podcast-là, c'est pour parler à des entrepreneurs, qu'ils soient africains ou non. Mhm. Et l'idée, c'est surtout qu'il faut apprendre à s'écouter pour se découvrir, pour se connecter avec son soi. Et c'est quand on fait cela qu'on parvient à faire de grandes choses. C'est très important. Après, la vie, c'est pas seulement le business. La vie, c'est un équilibre de plusieurs éléments. Et il faut donc veiller à toujours maintenir l'équilibre. Voilà. Donc, that's all. Je Impeccable. crois que C'est bien c'est dit. ce Et que je voulais dernier dire. point, quel est le livre que tu recommandes?
Penser et devenir riche de Napoleon Hill. Think and Grow Rich. C'est le livre qu'il faut must read. Il est indémodable. Je l'ai pas lu, mais il faut que je le lise. Ah, you have to. C'est c'est un livre qui explique en fait. Alors Napoleon Hill a écrit ce livre-là après plus de 20 années de travail. À l'époque, il avait été consulté par un milliardaire américain, je crois que c'est Dale Carnegie, qui lui avait demandé de théoriser la science de l'enrichissement. Alors Napoleon Hill a interviewé des dizaines d'entrepreneurs américains à l'époque et de ces entretiens-là euh, enfin, est sorti le livre. Est sorti le livre Think and Grow Rich. Et en fait, quand tu lis ce livre-là, tu comprends que tout au départ part d'une vision. Après, tu as ce qu'il appelle les esprits maîtres, c'est-à-dire les personnes qui seront autour de toi, qui vont mastermind, qui vont participer à la vision, à la réflexion, etc. Bref, c'est must read. Il parle de la confiance en soi, il parle euh, oui, de la confiance en soi, de la vision, de l'entourage, de la foi. C'est très important, avoir la foi. Tous te diront avoir la foi parce que bah, écoute, le parcours, il n'est pas linéaire. Hein. C'est comme la météo, hein. On a des Mm. pluies, on a du beau temps. Ben, il faut pouvoir naviguer dans ces changements-là. Et ça, c'est ce qu'il faut. C'est ça l'esprit entrepreneurial. Tu es Super. entrepreneur, faut s'attendre à rencontrer des difficultés. C'est même normal de rencontrer des difficultés dans son parcours, quelles qu'elles soient, c'est normal. Maintenant, c'est quelle attitude avons-nous face à ces difficultés? C'est là qu'on nous juge. Comment tu réagis? Est-ce que tu vas en retraite? Est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que tu avances? C'est savoir naviguer, quel que soit le temps qu'il C'est fait ça, et c'est arriver à ça, bon port. exactement, exactement, On peut pas changer le temps, mais on peut tourner la voile comme il faut pour y arriver. tout à fait, c'est ça. Bah écoute, j'ai conscience du temps et de l'heure, parce que je sais que toi, tu es en Afrique du Sud et il est plutôt très tard chez toi. Il Je est tiens, 23h33. 23h33. Je tiens à te remercier, Loïc, pas juste parce que tu prends le temps, mais aussi parce que la raison pour laquelle j'ai vraiment eu envie d'échanger avec toi, c'est parce que quand tu étais sur le stage à Back to Africa et ton message, en fait, pour moi, c'était le message que j'avais envie d'entendre et que j'entendais pas en général de la bouche d'Africains, de leaders Mhm, africains. Et pour moi, j'ai trouvé ton message intéressant, original, parce que tu parlais un petit peu du triptyque de la réussite et que forcément, moi, je suis passionnée de sport. Tu as mis ça en avant. Nous sommes des êtres holistiques, on a plusieurs dimensions et on ne peut pas développer que certaines dimensions. Il faut développer l'ensemble parce qu'on va aller puiser des compétences différentes dans différents. Dans le sport, tu apprends la résilience aussi, pas qu'au travail. Donc ça m'a beaucoup parlé, ça m'a inspiré. Et puis ce que j'ai vraiment aimé quand tu étais sur le stage, c'était cette. Alors moi, je suis quelqu'un de mental, physique, spirituel, mhm. mais ce côté physique, sur le stage, on sentait. Moi, je voyais ton énergie en fait. Je la voyais sur le stage et je trouvais ça inspirant. Je me suis dit Et voilà pourtant, quelqu'un. j'essaie de la contrôler, hein. Mais non, tu peux pas. Moi, je suis pareil. J'ai beaucoup d'énergie. Donc quand je vois quelqu'un qui me ressemble, j'ai capté tout de suite. Je me suis assise une minute, j'avais compris déjà. Donc je vais te remercier Est-ce- pour ça aussi de m'avoir inspiré. Mais je t'en prie. Est-ce que tu sais ce que j'ai fait avant de monter sur scène? Des pompes. J'en ai fait 60 parce qu'il fallait gérer l'énergie, là. Ça m'étonne Et pas. oui, oui, il fallait gérer ça, il fallait gérer. C'est un stress aussi, hein, tu sais. C'est pas, faut être à la hauteur, etc. Mais sinon, pour revenir sur ce que j'ai dit, je suis en train d'écrire un ouvrage où je raconte tout mon parcours en détail. On est en train de travailler là-dessus et il sera disponible premier trimestre 2025, l'ouvrage. Donc, Waouh. Bah j'en écoute, parle déjà. Et je te supplierai voilà, donc encore tu pour une auras. autre interview alors. Mais écoute, avec plaisir, avec plaisir. Tout ça, c'est toujours dans l'optique de partager, d'inspirer.
Tu sais, et je vais peut-être m'arrêter là. Ce qui m'a fait mettre le pied à l'étrier aussi, ce qui a fait que à un moment, je décide de démissionner. Un soir, je regardais un documentaire qui s'intitulait Ils ont construit l'Amérique. Et dans ce documentaire-là, c'était une série à l'époque, on te racontait l'histoire de trois entrepreneurs américains, JP Morgan, Dale Carnegie, et puis, je crois, c'était Rockefeller. Je crois que le troisième, c'était lui. Et on t'explique comment ces personnes-là ont participé à la puissance américaine. Alors, nous pouvons faire la même chose. Il y a déjà des anciens qui ont commencé, hein, parmi les entrepreneurs. Tu as Kofi Gervais-Jondo, par exemple, qui, avec son associé, Paula Lawson, ont créé EcoBank, par exemple, qui est une institution panafricaine, d'accord, présente dans dans une dizaine de pays africains. Tu as Jimovia, qui avec Zenith, et tu as d'autres belles machines africaines qui existent, mais il en faudrait plus. Et pour ça, les Africains sont compétents et sont diplômés. On a tout ce qu'il faut. Mais notre challenge, c'est remporter notre bataille, la bataille mentale. C'est être capable de, 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 de se projeter et de relever le challenge. Aujourd'hui, tu as EcoBank, tu as MTN, tu as ces marques africaines-là. Tu as des nouveaux qui arrivent, tu as de nouveaux challengers qui s'imposent sur scène et dans leur domaine. Hein, aujourd'hui, par exemple, quand tu apprends que les banques françaises se retirent, ben, tu as des entrepreneurs africains qui reprennent les filiales. D'accord? Mais ça, il en faut plus. Il faut qu'on construise l'Afrique. On est 1 milliard. Et notre challenge, on ne pourra pas, ce serait dommage qu'on sorte de cette ville en se disant, ah voilà, c'est la faute à X, Y, Z, si aujourd'hui on est dans cette situation-là. Mais chacun de nous, à son niveau, à l'instar du colibri, peut faire quelque chose. Donc, faisons notre part. Écoute, il n'y a rien à ajouter Voilà. après ce que tu as dit. Merci beaucoup, Voilà. Loïc. Je te souhaite une belle T'en soirée. prie. Merci à toi aussi. Et puis, Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Ça va aller. Si tu as trouvé cette conversation avec Loïc Makosso intéressante et inspirante, abonne-toi et partage cet épisode avec ton réseau. Moi, c'est Liliane et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je te souhaite une belle journée.